Ibrahima Ba est guinéen. Il est comédien et metteur en scène. Il était dans le stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009, pour manifester pacifiquement avec des milliers d'autres son opposition à la junte militaire au pouvoir depuis 1 an. Il a couru dans la débâcle générale lorsque l'armée a envahi le stade et tiré à vue sur la foule paniquée et prise au piège. Il a vu mourir Abdoulaye et Bokar, 2 de ses amis. Il a couru, sauté le mur d'enceinte de l'université et s'est réfugié chez lui. Pas le temps de penser, juste celui de faire le calcul des minutes qui lui restaient avant qu'un couvre-feu ne soit imposé sur Conakry et qu'il soit pris au piège de sa maison. Il savait qu'il était dans la ligne de mire des militaires. Il avait déjà été menacé à plusieurs reprises. Ses spectacles étaient trop critiques, trop cyniques en fait. Il leur faudrait peu de temps pour venir le chercher. Il a fui la Guinée en attendant que ça passe, en espérant que ça passe. Je pourrais m'arrêter ici et m'emparer de cette violation flagrante des droits humains, de leur droit de dire et de leur droit d'être en sécurité par un pouvoir oligarchique totalitaire qui ne tire sa légitimité de personne que de la violence. Ce n'est pourtant pas ce que je vais faire. Parce que l'histoire d'Ibrahima Ba ne s'arrête pas là, pour le meilleur et pour le pire. Il y a le après la Guinée, un après tout aussi violent que l'avant, mais d'un tout autre type de violence. Une violence sournoise et insidieuse. La France. Ibrahima arrive en France le 29 septembre au matin. Il arrive avec le soulagement de celui qui se croit en terre d'asile et avec l'angoisse de l'exilé, de celui qui laisse derrière lui une famille. Il demande l'asile, convaincu qu'il ne s'agira que d'une formalité. Ibrahima connaît la France pour y être déjà venu à plusieurs reprises pour jouer ses pièces. Il n'a aucune idée de ce que cela implique. Tellement aucune idée que lorsqu'il reçoit sa première autorisation provisoire de séjour, il croit naïvement qu'il s'agit de son titre de réfugié. En remettant son passeport, il ne savait pas qu'il cessait ainsi d'être quelqu'un. Il n'était pas réfugié, ou ça non, loin de là, mais il n'était plus non plus guinéen. Il était condamné à attendre. Jamais il n'a pensé que ça prendrait autant de temps. Jamais il n'a pensé que l'on pouvait remettre en cause la légitimité de sa demande de protection. Les images sont encore vives dès qu'il ferme les yeux. La débâcle, le chaos, la peur. Et ce sera comme ça pendant 12 mois. 12 longs mois. Quand on le dit comme ça, 12 mois, ça se dit vite. On en oublierait presque que 12 mois, ça ne passe pas en aussi peu de temps qu'il en faut pour le dire. C'est 1 mois, plus 1 mois, plus 1 mois, et ça 12 fois. Presque, on en oublierait que ce sont des jours. C'est 1 jour, plus 1 jour, plus 1 jour, et ça 365 fois. Pendant ces 365 jours, Ibrahima attend. Et si c'était trop? Si dans cette attente, il avait fini par se convaincre qu'il valait mieux rentrer, au risque de perdre sa liberté ou sa vie même, il n'aurait pas pu. Sans passeport, on ne va nulle part. Nulle part. C'est exactement là qu'il était. Parce qu'il est demandeur d'asile, il a le droit à l'ATA, une aide temporaire de 300 € par mois en attendant qu'il soit statué sur sa demande. C'est énorme d'un point de vue budgétaire et loi de finances, et c'est extraordinaire que ça existe, mais c'est insuffisant pour vivre. C'est même insuffisant pour survivre. Il a demandé une place en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, mais il ne faut pas se leurrer. Un homme seul et dans la force de l'âge ne connaîtra jamais le CADA. Il n'a pas de femme, pas d'enfant, n'est ni enceinte ni asthmatique. Il n'est pas prioritaire. Ça, il l'avait déjà compris. Alors, il a 300 €. Qu'est-ce qu'on fait avec 300 €? Qu'est-ce que je fais avec 300 €? Qu'est-ce que vous faites avec 300 €? Ce qui est sûr, c'est que je ne me loge pas, ne me nourris pas et ne m'habille pas. Alors, si l'asile rend fou, c'est maintenant. C'est là, couché sur un banc pour venir y dormir quelques heures avant le lever du jour. C'est là, quand demain est tout aussi incertain qu'aujourd'hui et quand après-demain sonne comme un futur lointain et improbable. C'est là qu'il s'agit d'instinct de survie parce qu'il sait que s'il y pense, il est mort. Alors, Ibrahima sollicite l'autorisation de travailler en attendant la décision de l'OFPRA, pour vivre mieux et pour avoir une raison de le faire surtout. À 2 reprises, on lui refuse ce droit au travail, qui est bien plus que ça. On ne lui donnera pas assez pour vivre, mais on ne lui permettra pas de travailler.
La main qui le sauve n'est autre que la main qui le frappe, celle qui maintient sa tête hors de l'eau pour qu'il ne se noie pas, mais jamais suffisamment pour qu'il puisse vivre dignement. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, de dignité. On ne l'a pas battu, torturé, affamé, accablé de sévices et jeté dans une geôle sans lumière, et c'est déjà beaucoup. Mais on l'a humilié, en ne le croyant pas et en le condamnant à devenir personne. Et le message est clair pour lui, et violent aussi. Pourtant, on n'a pas voulu lui nuire personnellement. Ce n'est pas de sa faute, mais de celle de l'état du monde. Trop de gens fuient trop de conflits. Mais surtout, trop de gens fuient trop de misère. Seuls les premiers auront le droit à la protection. La misère n'est pas un motif légitime d'exil. Et c'est ce tri qui prend du temps. Distinguer les réfugiés politiques des migrants économiques qui viennent chercher une vie meilleure. Peut-être a-t-on tout juste essayé de le dissuader de demander l'asile, et encore, très inconsciemment. Personne ne va interpeller des ministres sur le sort d'Ibrahim Abba. Personne ne va alerter l'opinion publique internationale de sa prochaine lapidation par des regards empreints d'indifférence. Son sort est trop banal pour susciter quelque émoi. La transparence est l'apanage des choses ordinaires. Qu'est-ce que vous voulez, mon brave? L'asile, ça se mérite. Qui a dit que c'était un droit? Que reste-t-il de ce droit aujourd'hui? Que reste-t-il de l'idéal de protection de ceux qui militent en faveur de la liberté? Encore faut-il accepter de vivre un an, dans un pays inconnu, au milieu d'anonymes, sans ressources et surtout sans le droit d'en avoir. Ah oui, ça, heureusement que l'espoir fait vivre. Vous ne croyez pas si bien dire. Et les autres, tous ceux qui ne sont pas des Ibrahim Abba, tous ceux qui n'ont pas sa force et qui ont le droit de ne pas l'avoir, tous ceux qui n'ont pas sa foi et que l'on comprend trop bien, tous ceux qui forment cette masse ordinaire de gens cassés, tous ceux que nous ne voyons plus parce que c'est trop lourd, qu'advient-il d'eux? Il ne s'agit pas de pointer du doigt les responsables, je n'ai de toute façon pas assez de doigts. Quand on y pense vraiment, les responsabilités sont infinies, ça a quelque chose de vertigineux, tellement c'est infini, parce qu'implicitement, ça veut dire que ce qu'il faudrait changer pour éviter ça est tout aussi infini. Car si on voudrait être exhaustif, il faudrait retenir d'abord la responsabilité de la junte, qui n'a jamais voulu rendre au peuple de Guinée son pays, et qui encore aujourd'hui s'entête dans une mascarade de démocratie. Celle de la préfecture, qui a refusé à Ibro un droit au travail temporaire, le condamnant à cesser de vivre pour tenter de survivre. Celle de la stagiaire non rémunérée de l'OFPRA, qui a égaré par mégarde son dossier, ajoutant encore de l'attente à l'attente. Celle de BHL, quand il a gardé le silence sur une situation dont il n'avait même pas connaissance. Celle d'Ibrahima lui-même, pour ne pas avoir demandé de l'aide quand il le fallait. La mienne, pour ne pas avoir perçu sa détresse, à force de ne pas vouloir voir. Et au-delà de ça, et parce qu'il faut le dire, celle d'une politique d'immigration qui n'en est plus une, celle d'une France qui a peur de sa propre disparition, celle d'un monde au bord du chaos qui s'accroche à ses frontières comme aux vestiges d'une civilisation qui prend l'eau. Alors non, il ne s'agit pas de désigner des coupables. Il s'agit de constater qu'il y a quelque chose qui s'est perdu dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Quelque chose d'innommable au départ, qui s'est mu en une suspicion systématique face à l'afflux de l'autre, chez soi. Et cette suspicion tue, tout autant que les dictatures militaires. Elle tue dans des bateaux sur la Méditerranée. Elle tue au bord des routes qui traversent les continents. Elle tue dans l'indifférence de nos villes. Et surtout, elle nous fait oublier quelque chose d'essentiel. La seule différence entre lui et moi, c'est l'endroit où il est né. Je me souviens du jour où Ibrahima a eu son titre de réfugié politique. Je me souviens de notre joie à l'idée de lui annoncer la nouvelle. Je me souviens de notre euphorie. Du champagne, des fleurs, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qui est à la hauteur de tant de moments d'attente, de tant de moments de doute et de désespoir? Je voulais, je sais pas, lui sauter au cou et c'est ce que je m'apprêtais à faire. Et quand j'ai vu son regard, j'ai su. Il a dit, c'est super, oui, vraiment, sans y croire tout à fait. Il m'a regardé et il a dit, ça veut dire aussi que je ne rentrerai pas chez moi pendant 10 ans. Et là, j'ai compris que je n'avais rien compris. L'exil ne commence pas au jour où l'on part. L'exil commence quand on ne peut plus rentrer. Un exilé fuit contre son gré le pays qu'il a façonné dans sa chair et dans son sang. Un exilé renonce au parfum de son enfance,
au regard bienveillant de sa mère, à l'existence d'une île familière. Un exilé ressasse sans cesse ce qu'il aurait pu être, ce qu'il aurait dû être. Un exilé n'oublie jamais. Constater cet état d'exil n'est pas une victoire. Et c'est ce que je n'avais pas compris. Constater cet état d'exil, c'est une défaite face au désordre du monde. Obtenir la protection d'un État comme la France n'est que le commencement de la reconstruction. Un commencement nécessaire et indispensable. Et aujourd'hui, Ibrahima a une carte de résident français lui permettant de vivre et de travailler en France. Enfin presque. Il n'a pour l'instant que la carte temporaire. Le temps que sa carte, la vraie, soit imprimée et plastifiée. C'est vrai que 12 mois, ça ne suffisait pas à lui fabriquer une carte. Un petit détail, un petit dysfonctionnement de notre administration française. Petit détail qui empêche néanmoins Ibro de faire toutes les démarches nécessaires à son immatriculation professionnelle. Les administrations exigent la carte définitive. La suspicion, toujours. À tort ou à raison, peu importe finalement. Ibrahima ne peut donc toujours pas travailler. Il n'a plus d'ATA parce qu'il est réfugié maintenant. Et toujours pas de revenus. La précarité est la même. La frustration, elle, est toujours plus grande. Et si ça ne s'arrêtait jamais vraiment ?